tout le monde, j'espère que vous allez bien et on est reparti pour un nouvel épisode Histoire, aujourd'hui dédié à l'Alfa Romeo Alfa Sud. Dans une volonté de moderniser sa gamme, Alfa Romeo succombe, tout comme ses concurrents, à la fameuse traction. Bien née et plutôt joliment dessinée, la petite italienne va venir ternir complètement l'image de son constructeur, déjà pas au top de sa forme. Faut dire que la voiture va être confrontée à un célèbre épisode de la rouille, mais aussi à des tensions entre les régions du nord de l'Italie et du sud, et surtout de la pression de l'État italien qui fout un foutoir sans nom. Bon, il y a aussi une histoire que les salariés du nouveau site italien auquel je vais revenir n'étaient pas du tout préparés à la construction automobile. L'Alfa Romeo Alfa Sud va venir pourrir tout simplement l'image d'Alfa Romeo durant des décennies après l'épisode de la rouille. Moi c'est Guillaume et bienvenue sur la chaîne des cylindres, on est parti. L'heure du changement a sonné chez Alfa Romeo et la marque doit impérativement répondre à la concurrence qui migre de plus en plus vers la traction. Le constructeur de Milan va venir s'inspirer de la Fiat 128 avec une formule plutôt simple, il s'agira d'une berline dotée de la traction. Alors il faut revenir sur un point plutôt important dans l'histoire du passage à la traction chez Alfa Romeo, c'est que la marque y travaille depuis plus d'une décennie. Dès les années 60, les ingénieurs du constructeur italien se tournent vers un prototype qui s'appelle le 103, qui se dote de la traction. Malheureusement, ces derniers ne trouvent pas la recette qui permet de rendre une Alfa Romeo à traction aussi agréable et sportive à conduire que les autres modèles de la marque qui sont des propulsions. Dans tout ça, il y a un acteur plutôt notable dans notre histoire, et il s'agit tout simplement de l'État italien. Ce dernier met une pression de dingue aux constructeurs italiens pour sortir enfin une nouveauté, faire rentrer de l'argent frais dans les caisses, mais surtout l'État italien voit l'opportunité avec ce nouveau modèle d'avoir une possibilité de créer de l'emploi dans les régions sud et sinistrées de l'Italie. Il faut également avoir en tête que le passage à la traction chez Alfa Romeo va permettre aux constructeurs italiens de se populariser et d'attirer une nouvelle clientèle, car l'avantage de la traction, c'est d'offrir un comportement routier beaucoup plus sûr que la propulsion, et les impétueuses italiennes se privent d'une certaine clientèle qui ont trop peur de casser leurs bijoux. Le projet du constructeur italien est de se populariser avec un véhicule haut de gamme mais accessible. Alors on s'entend sur le côté populaire parce qu'on reste chez Alfa Romeo tout de même. La compacte italienne va investir le segment C pour se placer au-dessus de la Fiat 128, mais aussi les Austin et Simca 1100. D'ailleurs, l'état-major d'Alfa Romeo, au moment de remplir le cahier des charges, a dû se dire que la traction c'était déjà très moderne et que le haillon n'était pas forcément nécessaire, un peu comme sur la GS qui fait partie des concurrents de notre futur Alfa Romeo. Le projet démarre en 1967 sous la direction de l'ingénieur Rudolf Urska. Notre Autrichien s'occupe de la partie technique et de la conception du bloc Boxer à 4 cylindres à plat, mais aussi il va superviser la construction du site dédié à Alfa Sud qui va voir le jour sur le site de Pomigliano d'Arco près de Naples. Alors pour la petite histoire, notre homme rentre chez Alfa Romeo en 1954, qu'il va quitter dès 59 pour Fiat, mais il va revenir en 67, sentant que le navire milanais commence à prendre l'eau. Pour le design, on va faire appel à un designer jeune et talentueux, non pas Gandini, mais Giorgetto Giugiaro. Alors Giugiaro n'est pas un inconnu dans les marques italiennes puisqu'il signera bien plus tard la Fiat Panda, la Fiat Uno ou encore l'Ancia Delta et la Volkswagen Golf. Si jamais j'ai déjà raconté l'histoire de la Golf que vous retrouvez ici, là ou en description, où je vous raconte toute l'histoire de la Golf 1 à l'occasion de son 50e anniversaire. Alors pour la petite histoire, Giugiaro il ne va pas créer un tout nouveau modèle à partir d'une feuille blanche, il va repartir avec les équipes d'Ital Design sur un projet qui a été refusé par Citroën. Oui, l'Alfa Romeo Alfa Sud voit son dessin d'un projet refusé par Citroën pour la GS, car pour revenir un peu dans la genèse de la GS, on y reviendra dans une prochaine vidéo, eh bien, Giugiaro est en concurrence avec les équipes internes de Citroën et surtout de Robert Opron. Et Giugiaro ne perd pas le nord puisqu'il propose ses dessins à Alfa Romeo. La compacte se singularise par le reste de la gamme Alfa avec son dessin plutôt moderne et son absence de courbe. Outre la traction, ses pare-chocs débordent et ils sont chromés. L'Alfa Romeo
apporte son lot de nouveautés avec l'absence de vitres de custode arrière et surtout une calandre beaucoup plus basse permise par l'implantation du moteur Boxer. L'objectif de notre Alfa Romeo, c'est de venir moderniser et rajeunir l'image d'Alfa Romeo qui commence à se faire vieillotte. L'italienne va aussi avoir un enjeu très important pour le constructeur puisqu'il est l'opportunité pour l'État italien de créer de l'emploi dans le sud de l'Italie. Car il faut faire un petit contexte social dans la vidéo. Et c'est maintenant. L'objectif de celle qu'on va bientôt nommer Alfa Sud a un enjeu social bien plus crucial qu'on ne le pense. En effet, il existe une grande rivalité entre les régions du nord et du sud de l'Italie qui sont frappées par le chômage et les inégalités. En gros, l'État italien avec sa holding publique IRI, propriétaire de la marque Alfa Romeo, donne son accord pour une nouvelle voiture à condition que cette dernière soit construite dans une région du sud de l'Italie. Et c'est comme ça qu'on va choisir le site de Pomigliano d'Arco près de Naples. Ce site est exclusivement dédié à la future Alfa et tombera dans l'escarcelle lors du rachat en 86 par Fiat, puis désormais de Stellantis. Là, on est à l'étape où vous comprenez enfin son nom. Le nom Alfa Sud fait le lien entre Alfa et le sud de l'Italie, là où elle est fabriquée. Logique. On arrive à la fin de la conception de la voiture qui aura duré 4 ans. Alors c'est loin d'être une conception à l'éclair, mais c'est plutôt pas mal pour une technologie que le constructeur ne maîtrisait pas forcément il y a encore moins de 10 ans. L'Alfa Romeo Alfa Sud prend son premier bain de foule dès le mois de novembre 1971 durant le salon de l'automobile de Turin. Alfa Romeo ne perd pas de temps puisque la voiture débarque en concession dans la foulée avec les premières livraisons dès le mois de janvier 1972. D'office, notre compacte italienne est disponible en 2 et 4 portes avec 2 séries la rouille. Et c'est ce qui va venir gâcher sa carrière. Outre une finition aussi pas dingue. Mais c'est de la merde! C'est con pour une voiture qui se veut être le porte-étendard de son constructeur, mais Alfa Romeo va se planter. La voiture n'est pas vraiment à la hauteur du blason malgré les espoirs de ses concepteurs. Parce que finalement, la tenue de route, elle est plutôt soignée et elle est moderne en tout point. Le CX d'ailleurs est excellent puisqu'il est de 0,40 de traînée, ce qui est loin d'être dégueulasse pour l'époque, mais plusieurs ratés de conception vont venir pourrir le début de carrière de notre italienne. Déjà, les puristes vont lui donner un sobriquet un peu fâcheux puisqu'ils vont l'appeler Alfa Nord. Alors, des sobriquets, tous les constructeurs en ont toujours eu un sur leur modèle, mais il faut dire que les puristes d'Alfa sont quand même très rudes à chaque sortie d'une nouvelle voiture. J'y suis revenu la semaine dernière avec la venue du Milano. Outre le fait que ce soit un SUV, la face avant pose énormément de soucis aux amateurs de la marque. Ça, j'y reviens dans la vidéo et je vous la mets en description si jamais. Le premier point qui pourrit la carrière de l'Alfa Sud, c'est sa finition à bord qui est déplorable. Et le deuxième point, c'est surtout la rouille qui dévore la carrosserie plus vite que l'éclair. Alors le premier point, il s'explique plutôt facilement. Les ouvriers ont participé premièrement à la construction du site d'assemblage de la voiture et sont là pour la plupart venus du monde du BTP ou de la paysannerie. Ils n'ont jamais eu de qualification et ont été très peu formés à la construction automobile. Pour la partie rouille, il faut partir en Europe du Nord, d'où éclate un peu entre guillemets le scandale. En fait, avec le taux d'humidité assez élevé des pays du Nord, eh bien la carrosserie des Alfa Sud va être défoncée par la rouille avec une rouille perforante et corrosive. De plus, cette dernière va faire apparaître de nombreux défauts de construction de la voiture. Alors, pas besoin d'aller en Norvège pour s'en rendre compte. Dans ma famille, j'ai eu un grand-oncle qui a eu une Alfa Sud et on était en Alsace et pourtant sa voiture s'est dissoute toute seule dès sa sortie de concession. D'ailleurs, on disait même que les Alfa Sud rouillaient à peine arrivés en concession. J'adore rire. Mais alors, d'où viennent ces nombreux défauts de construction de l'Alfa Sud? Eh bien, pour ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, il suffit simplement de regarder le stockage de l'acier. Outre sa mauvaise qualité, l'acier est stocké trop longtemps à l'air libre et mal préparé lors de la fabrication de la carrosserie. Ensuite, les assemblages sont mal réalisés et sont comparables au montage d'un meuble d'une célèbre enseigne suédoise. Les Italiens n'ont pas plus compris la notice de la bibliothèque Billy que nous. Tradition italienne oblige, les contrôles de qualité ne sont pas faits de manière régulière. Enfin, Alfa Romeo entretient une relation tendue avec les syndicats, de nombreux conflits sociaux et des grèves perturbent la régularité de la production de la berline. Dès l'année 1974, l'adoption du traitement de l'acier par Cataforese met un terme à la crise de la rouille, mettant fin aux critiques contre l'Alfa Sud. Toutefois, cet épisode colle encore à la peau de la marque.
C'est con, parce qu'à bord, la présentation de l'Alfa Sud est plutôt joliment réalisée. C'est sportif, c'est luxueux, c'est confortable, bref, l'Alfa Sud a tout d'une vraie Alfa Romeo. On retrouve des sièges en Sky, un siège conducteur ainsi qu'un volant réglable en hauteur et une ventilation plutôt moderne. Une atmosphère gâchée par les nombreux matériaux bas de gamme et des tapis de sol en caoutchouc. La presse explose l'italienne avec ses plastiques de mauvaise qualité, mais aussi peu flatteurs qu'on retrouve sur le haut de la planche de bord, mais aussi sur les portières. Techniquement, l'Alfa Romeo va aussi attirer les critiques par l'absence de servo-frein ou encore d'un contour. Heureusement ou pas, l'italienne a un argument de poids et c'est son prix. Alors pour faire pardonner l'absence de servo-frein, l'italienne se dote de 4 freins à disque hydraulique avec un différentiel, tandis que la suspension fait confiance à 4 roues indépendantes. Passons sous le capot avec le moteur Boxer qui lui est tout nouveau. Alors ce petit moteur propose une cylindrée d'1 litre, il est refroidi par eau et surtout il a 2 arbres à cam. Alors sur le papier il est très intéressant mais il n'offre que 63 chevaux. Alors malgré tout ça, ce petit Boxer il monte quand même jusqu'à 153 km/h en vitesse de pointe, mais il a une spécificité, c'est qu'il aime être monté dans les tours. Pour la transmission, Alfa Romeo le dote d'une simple boîte à 4 rapports, mais par la suite le bloc va évoluer avec la carrière de la voiture, passant d'1 litre à 1,3 litre puis 1,5 litre. Sans oublier que la puissance va aussi faire un bond en passant à 68 chevaux pour la première version TI. En 1974, Alfa Romeo va profiter de l'arrivée de la version L pour revoir le moteur Boxer avec une hausse du couple à bas régime et surtout de l'adoption d'un 5e rapport de boîte. On parle alors de l'Alfa Sud 5M. Toutefois, il faudra attendre 1983 pour que la Quadrifoglio Oro voit sa puissance grimper à 95 chevaux grâce à un Boxer d'1,5 litre à carbu double corps. Dès l'été 1973, Alfa Romeo revoit à nouveau la gamme de l'Alfa Sud en la faisant monter en gamme. On note l'adoption enfin du servo-frein et du contour, tandis qu'une version TI à 2 portes arrive au catalogue. La TI reçoit des pneus plus larges avec de nouvelles jantes et surtout des phares à 4 projecteurs ronds avec les clignotants déportés sur les pare-chocs. Le CX passe à 0,39 grâce à l'adoption d'un spoiler et d'un aileron arrière. Au fil des décennies, la gamme de l'Alfa Sud va s'étoffer. Elle reçoit en plus le renfort d'une version break à 3 portes, Giardinetta, et qui malheureusement ne rencontrera pas le succès. L'année suivante arrive l'incroyable coupé Alfa Sud Sprint. En 77, la compacte profite d'un repoudrage de nez avec une nouvelle calandre et surtout un nouveau scudetto. Les pare-chocs sont totalement en caoutchouc, mais surtout, on retrouve le bisionnet sur le montancé à l'arrière de la voiture. À bord, la qualité monte enfin en gamme et les critiques cessent. Alors, je vous ai toujours pas parlé du haillon parce qu'il arrive uniquement à partir du millésime 81, donc l'année 1980. Alors au passage, Italienne n'est plus très loin de la retraite et modifie à nouveau sa face avant. C'est ainsi qu'arrive la version SC dite 3 portes avec un haillon qui remplace la 2 portes. Comble du bizarre, le haillon n'arrivera sur la 5 portes qu'à partir de l'été 82. On reste encore dans la bizarrerie parce que la malle est conservée sur la version S de l'Alfa Sud. C'est en 1983 que l'Alfa Sud prend enfin sa carrière et elle va laisser sa place à la 33. Vous l'aurez compris, l'Alfa Romeo Alfa Sud a apporté son lot d'innovations et de changements chez Alfa, mais surtout, elle a été un marqueur culturel et social très important pour la marque, malgré un début de carrière qui n'a pas été évident. Vous l'aurez compris, l'Alfa Romeo Alfa Sud a apporté son lot d'innovations et de changements au sein d'Alfa Romeo. Déjà, elle a été la première traction du constructeur, mais elle a été un véhicule vecteur d'enjeux sociaux pour l'Italie du Sud, malgré les critiques qui ont pesé sur elle tout au long de sa carrière. C'est aussi en partie dû à une mauvaise gestion de la part du constructeur que l'Alfa Sud est venu ternir l'image du constructeur qui n'en avait pas forcément besoin. Après 11 ans de carrière, c'est pratiquement 1 million d'exemplaires pour l'Alfa Sud, auquel on rajoute un peu plus de 116 000 versions Sprint, donc la version coupée qui a été mise à part dans les chiffres d'Alfa. Donc ça fait un peu plus d'1 million de véhicules. C'est assez peu pour un véhicule de conquête, mais l'Alfa Sud a marqué un tournant dans l'histoire du constructeur. Voilà pour l'histoire de l'Alfa Romeo Alfa Sud, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ça soutient la chaîne et ça va permettre de faire de nouveaux projets autour de la chaîne. Moi je vous remercie encore, je vous dis à bientôt et ciao.